c'est une mesure d'accompagnement. La révolution fiscale, je la vois plus côté Piketty, c'est-à-dire enfin, dans son architecture, peut-être que ça peut en être un élément. Mais, Une autre question. Bonsoir. Oui, une petite question. Vous parliez des gains de productivité réalisés grâce aux machines. Vous ne pensez pas en revanche que ces gains de productivité ont été retranscrits dans le prix de vente? Du coup, les produits fabriqués par l'humain avant, le même produit aujourd'hui fabriqué par la machine, l'entreprise ne fait pas forcément, alors, tant mieux s'il fait plus de profit, mais au fond, est-ce que vous ne pensez pas en revanche que du coup le prix de vente de ce qu'elle vend simplement est devenu plus attractif? Et qu'en fin de compte, on ne va pas, à force de faire des prix de vente plus bas et ces gains de productivité, ça génère moins d'emplois, moins de gens qui sont en capacité de pouvoir les acheter, et on est dans une spirale qui plutôt nous entraîne vers le fond et pas le contraire. Là, dans la démonstration intéressante, j'ai pas entendu de prix de vente et voilà, mon analyse plutôt, c'est de dire probablement il y a un impact là aussi qui a beaucoup de sens. Votre avis, c'est certain, et c'est d'ailleurs pour ça que les statisticiens s'en sortent pas en ce moment. C'est-à-dire que globalement, oui, ils ne la voient pas monter la productivité, ils la voient ralentir. Alors, ralentir, ça ne veut pas dire baisser, attention, ralentir, c'est qu'elle continue d'augmenter, ce qui est acquis est acquis, ils la voient augmenter plutôt moins vite qu'avant, ce qui est totalement contradictoire à toutes les données microéconomiques et à ce qu'on observe, parce que justement, on est dans une productivité de déflation, de baisse des prix, et que, en l'occurrence, pour donner un exemple, c'est qu'il ne soit pas trop compliqué. C'est un truc très important que vous soulevez et qui n'est pas facile. On va dire que si avant il fallait 10 personnes pour faire une machine, et qu'aujourd'hui il en faut plus que 8 ou 9, en fait, si le prix de vente baisse, la productivité telle qu'elle est mesurée, ça ne se voit pas. On va dire, il fallait, je reprends un exemple, il fallait 10 personnes pour produire une voiture qui vaut 100. Maintenant il faut 9 personnes pour produire une voiture qui vaut 90. La productivité mesurée comme ça n'a pas bougé. Vous voyez? Or, en fait, si. C'est que c'est pas pour ça que vous allez acheter une voiture de plus. Donc, le secteur automobile arrive à vendre ses voitures avec plus que 9 salariés par voiture. Vous voyez? Et donc, du coup, si on ne la mesure que comme ça, c'est la productivité valeur et pas la productivité volume, c'est une des raisons pour laquelle ils le perçoivent mal statistiquement dans la mesure actuelle. Et donc, oui, du coup, il y a aussi, et par ailleurs, un risque de rentrer en déflation, c'est-à-dire de baisse des prix, ou la baisse des prix. Il faut baisser les prix, donc on réduit les salaires. Avec des gens qui ont des plus petits salaires, il faut adresser des produits qui sont moins chers. Et on rentre dans un cercle vicieux. C'est le Japon, depuis le milieu des années 90, ils en sont toujours pas sortis. Ils sont enferrés là-dedans, alors qu'ils ont lancé des programmes de recherche, qu'ils ont fait du déficit, qu'ils ont fait de la dette. C'est effectivement très compliqué, c'est une des menaces. Donc oui, il y a une partie de productivité déflationniste, et qui d'ailleurs cache statistiquement la productivité, vous avez raison. Après, je fais tout le monde. Oui, je voulais vous demander, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple un petit peu clair, concret, sur le financement des entreprises qui sont passées à 4 jours sans baisse de salaire? Par exemple, des 10% d'embauche, comment elles sont financées? Alors, en loi Rebien, on va dire qu'en gros, quand elles embauchent 10%, si on embauche 10%, généralement, ça va vous coûter 10% de masse salariale en plus, de salaire en plus à payer tous les mois. Donc vous partez, si on ne faisait que ça, on partirait avec un plus 10. Et elles ont eu des baisses de charges, elles ont supprimé les cotisations inédites qui leur faisaient un moins 7,5, moins 8 à l'époque, qui étaient supprimées. Attention, pas simplement sur les salariés embauchés, nouvellement embauchés, mais sur l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc, si effectivement vous avez plus 10 parce qu'il y a 10 nouveaux, mais que sur tout le monde vous mettez moins 8, il ne vous reste plus qu'un delta de 1,4, 1,5 à combler. Là, il y en a qui ont décidé de geler les salaires, il y en a qui ont fait de la productivité, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'en s'organisant mieux, on arrive à baisser les coûts.
Et il y en a effectivement qui ont fait des baisses de salaire de par exemple 1%. Et là aussi, dans la plupart des cas, les syndicats ont voté les baisses de salaire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le salaire médian français, c'est 1 700 € net par mois. 1% de réduction de baisse de salaire, c'est 17 €. 17 € pour ne pas venir travailler, pour passer pour avoir une demi-journée, une journée. Même les syndicats les plus d'habitude durs, dans les négos, on trouvait que c'était une bonne négo, et donc l'ont voté. Donc voilà comment il avait financé. Moi je suis aussi partisan qu'il puisse y avoir si on le met dans la situation d'aujourd'hui, une partie des aides du CICE qui soit conditionnée à ça. On va taper dans ce qui est déjà dépensé dans le CICE. Et par ailleurs, l'État peut fournir des aides, non pas sur la partie qui vient des cotisations, mais sur la partie qui vient du coût social du chômage. Donc financer, l'idée c'est de financer par la non-dépense qui de toute façon est faite aujourd'hui. En gros, les 20 milliards de toute façon aujourd'hui du CICE, ils sortent, en plus de toute la dépense sociale, ils sortent sans rien. Donc on a quand même juste le droit d'en conditionner au moins une partie, ça serait des choses. Donc voilà comment on le finance, donc l'État ne dépensera pas non plus 1 € de plus pour financer ça. Mais les cotisations inédites, pourquoi elles sont sur tous les salaires? Pourquoi on fait la baisse sur tous les salaires? Mais parce qu'en fait, l'entreprise, elle a baissé 100 salariés, elle en a 10 de plus, vraiment ça lui coûte 110. Quand on part de 110 et qu'on veut revenir à 100, parce que l'objectif qu'on s'est fixé, c'est qu'une entreprise doit rester à 100 de salaire, c'est qu'il faut 9,1% de baisse. C'est-à-dire que si vous faites 0,91, enfin 0,91,70, pour retomber sur 100. Il faut arriver à une baisse de ça. Et donc, et sur tous les salaires. Donc voilà, moi je pars de 110, je vais appliquer le taux qui me permet de revenir à 100, parce que je ne souhaite pas, dans mon calcul, qu'il y ait un surcoût pour les entreprises. C'est le même système, j'ai oublié de vous le dire, j'avais lancé l'hypothèse, je ne vous l'ai pas dit, que cette chose-là est faite par l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est exactement le même principe. Moi, le principe, quand on parle à Nouvelle-Donne, là, en tout cas, dont je vous ai parlé ce soir, c'est de dire, faisons ça pour aller taper dans le stock des chômeurs, de manière offensive, pour faire des embauches. Mais l'Allemagne fait exactement ce même système, madame, de financement, en disant, et Nouvelle-Donne propose également ça, en disant, plutôt que de licencier, par exemple, on a une baisse d'activité de 20%, plutôt que de licencier, on baisse le temps de travail de tout le monde, plutôt que de licencier 20% des effectifs, on baisse le temps de travail de tout le monde de 20%, on baisse les salaires de 20%, mais il y a un deuxième chèque qui arrive, en plus de celui de 80% maintenant, il y a un deuxième chèque qui arrive de l'UNEDIC allemand, je ne sais pas comment il s'appelle, et qui vient compléter à 80 ou à 90% la différence. C'est-à-dire que ils ont fait le raisonnement, les Allemands, qui veut dire, si les 20%, on les met au chômage, de manière certaine, on va dépenser de l'argent pour eux. De manière certaine. Donc plutôt que de dépenser de manière certaine cet argent pour des chômeurs, des futurs chômeurs, cet argent qui aurait été dépensé, on va le prendre pour les laisser dans l'activité. Et donc c'est les futurs... Ça correspond à une baisse de charge, si vous voulez. En fait, ils prennent une part du salaire de l'entreprise, si vous voulez, ça revient. C'est vraiment le même système. Ça évite à l'entreprise, licencier, ça a un coût. Et quand l'activité repart éventuellement, réembaucher, ça a un coût. Donc ça évite aussi à l'entreprise ces deux coûts-là. Et ça évite surtout d'avoir des spirales de personnes qui rentrent dans l'inactivité, avec les spirales sociales, etc. Et comme les syndicats allemands l'ont, en tout cas, pour être précis, dans certains secteurs, ont réussi à passer des bons accords, ils ont dit, mais sur les 20% du temps, on essaie de faire au maximum les formations que jusque-là, on avait toujours repoussées parce que pas le temps, pas l'argent, pas le truc, etc. Donc ils ont essayé d'en faire aussi un moment de formation. Le Canada a fait pareil, et suite au passage, on va dire, répété de Pierre Larouturou, du collectif Roosevelt dans les ministères, on doit avoir l'honnêteté de dire que le gouvernement français a sérieusement amélioré dans la loi Sapin le système français de temps partiel, mais qu'il n'en parle pas. Et donc en fait, globalement, pour être très honnête, il n'y a pas un patron qui est au courant. Enfin, si vraiment vous tirez des patrons au hasard de PME ou même d'entreprises de taille intermédiaire, il n'y a pas un patron qui est au courant que s'il y a une baisse d'activité de 15%, il peut utiliser la loi Sapin
là aussi, ne me demandez pas pourquoi ce gouvernement fait des trucs un peu ésotériques, oui, c'est le truc des éclipses, tout ça. Vous pensez qu'il y a des attaques d'éclipses, je sais pas. Parce qu'en fait, il y aurait moins de chômeurs. Donc voilà, ils ont un système qui est plutôt pas mal, que j'ai simulé. Hein. C'est que je vous en parle, je suis allé sur le site du ministère du Travail, je me suis fait passer pour une entreprise, j'ai rempli, c'est très simple à remplir, c'est souple. On est mis en relation immédiatement avec la directe en région. Administrativement, c'était incroyablement lourd et compliqué avant, ça ne l'est plus. Là, je crois que la Bureau les a convaincus, parce que ils ont compris que c'était quand même pas bon, un truc qui coûte zéro et qui empêche les gens de tomber au chômage, c'était bien. C'est vrai, c'est bien. Mais ils n'en font pas la raison. Et donc, on a des adhérents, des sympathisants de Nouvelle Donne. Je pense à un monsieur qui est dans le solaire en Rhône-Alpes, qui a découvert ce truc-là, et qui, du coup, quand il a d'autres patrons dans la région, et alors, de temps en temps, il s'appelle, dans ton activité, ça va comment? Ben, pas fort, j'ai peur d'avoir licencié et trucs. Ce sont les réseaux de patrons de PME qui font la promo du truc pour dire mais attends, je l'ai fait, tu peux le faire, tu verras, c'est pas. Qui sont en train d'essayer d'utiliser ce système qui est devenu un bon système. Le Canada l'a fait, ils le font aussi aux États-Unis dans maintenant une majorité d'États. Et ça, c'est la droite allemande, en plus, l'a fait alors, de manière. Normalement, c'est pour une période définie, c'est-à-dire qu'à la base, c'était 12 mois, 10 mois peut-être même au début, c'est qu'on avait une baisse d'activité de 10 mois, on pouvait faire ça. La crise était un peu forte, ils l'ont poussé à 12 mois, puis ensuite 18, puis 24. Ils ont été souples, puis ensuite c'est redescendu au fur et à mesure. Bon, c'est exactement le même système, c'est dire l'argent, on ne le met pas sur l'inactivité, on ne le file pas gratos aux boîtes, on le met sur l'emploi. Et une fois de plus, il n'y a pas à dépenser plus pour l'entreprise, et il n'y a pas à creuser le déficit pour mener ce type de politique. Ok, pour une autre question? Oui. Question. Moi, elle s'adresserait peut-être davantage pour une occasion, mais je la pose quand même. Je vais la faire. Oui. Moi, la question que je vous pose, c'est, je pense que dans le paysage actuel